Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans cette vidéo, nous allons parler des structures de données. Parce que le problème avec une variable du type x égale 0, c'est qu'elle contient qu'une seule valeur, 0. Et est-ce que ça serait pas sympa d'avoir des variables qui peuvent contenir plusieurs valeurs, genre une liste de valeurs? Eh bien, c'est justement pour ça qu'on a les structures de données, et dans cette vidéo, nous allons parler des listes, des tuples et des strings, qui sont des structures de données qui forment ce qu'on appelle des séquences. Bon, je vais commencer ce tutoriel dans Spider pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble une liste, un tuple et une string dans l'explorateur de variables. Donc commençons par les listes. Pour créer une liste, par exemple liste 1, c'est très simple. Il suffit de mettre entre crochets les différents éléments qu'on veut avoir dans notre liste. Par exemple, si je veux créer une liste numérique, je vais écrire 1, 4, 2, 7, 35, 84, par exemple. Voilà, là j'ai créé une première liste. Maintenant, je peux aussi créer une liste qui contient des mots. Par exemple, je peux créer une liste de villes et inclure dans ma liste Paris, Berlin, Londres et Bruxelles. Donc voilà, là on a une liste numérique et une liste remplie de chaînes de caractères. Mais avec les listes, on peut aller encore plus loin. On peut même créer des listes qui contiennent des listes. Donc par exemple, je peux créer une liste 2 qui contient à la fois notre première liste, liste 1, ainsi que notre liste de villes. Et pour finir, je vais aussi vous montrer comment créer une liste vide, par exemple liste 3, et pour ça, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ne met absolument rien entre crochets. Ça crée une liste vide. Donc voilà pour les listes. Maintenant, si j'exécute mon code, on va trouver dans notre explorateur de variables nos différentes listes. Ce qui est intéressant avec l'explorateur de variables, c'est qu'on peut voir la taille de nos listes. Par exemple, liste 1, on voit qu'elle est de taille 6. Ça veut dire qu'elle contient 6 éléments. Notre liste de villes, elle est de taille 4, elle contient 4 éléments. Et notre liste 2, elle contient que 2 éléments. C'est nos deux listes. Même si dans chacune des listes, il y a plusieurs éléments, dans les faits, la liste 2, elle contient 2 listes. Donc elle est de taille 2. Donc voilà pour les listes. Maintenant, on va parler des tuples. Pour créer un tuple, c'est très simple. On met entre parenthèses, non pas entre crochets, mais entre parenthèses, différents éléments. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un tuple? Eh bien, c'est comme une liste, sauf qu'une fois qu'on l'a créé, on ne peut pas le modifier. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert si je ne peux pas le modifier? Pourquoi est-ce que j'utiliserais tout simplement pas une liste? Eh bien, peut-être pour 2 raisons. La première, c'est que d'un certain point de vue, si on ne peut pas le modifier, alors le tuple, il est protégé. On ne peut pas changer les valeurs. Voilà, dans certains cas de figure, ça peut être utile. Et une deuxième raison pour laquelle un tuple, ça peut être plus intéressant qu'une liste, c'est que lorsqu'on veut entrer énormément de valeurs dans une liste ou un tuple, eh bien le tuple va être plus rapide en temps d'exécution pour l'ordinateur. Maintenant, dans les faits, on se sert très rarement des tuples. En général, on utilise les listes. Donc voilà pour le tuple. Si j'exécute mon code, eh bien dans notre explorateur de variables, on retrouve tuple 1, qui est de taille 5. Pour finir, un dernier type de séquence, c'est la string, donc la chaîne de caractères. On avait déjà vu dans la première vidéo, donc par exemple, je peux créer une string prénom, qui est égal à Nicolas. Donc les listes, les tuples et les strings sont tous les trois des structures de données qui forment des séquences. Maintenant vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une séquence? Eh bien une séquence, c'est un ensemble d'éléments ordonnés, c'est-à-dire un ensemble dans lequel il y a un ordre. Il y a un premier élément, puis un deuxième élément, etc. jusqu'à atteindre un dernier élément. Par exemple, dans le prénom Nicolas, il y a un début, c'est la lettre N, et il y a une fin, c'est la lettre S. De la même manière, dans une liste, on a un premier élément, par exemple Paris, puis on a un deuxième élément, Berlin, puis un troisième élément, Londres. En fait, dans une séquence, chaque élément a un index. Et dans notre liste de villes, on dira que Paris est à l'index 0 de notre liste, et Berlin est à l'index 1 de notre liste. Et grâce à ce système d'index, on peut accéder directement à certains éléments de notre liste, ou de notre tuple, ou de notre string. Par exemple, si je veux accéder directement au premier élément de ma liste de villes, eh bien je vais mettre entre crochets 0 pour indiquer que je veux l'élément à l'index 0 de ma liste. Donc si j'affiche ça dans la console, eh bien j'obtiens Paris. Maintenant, si je veux accéder au deuxième élément de ma liste, je vais print ville 1, puisque je veux l'index
1 de ma liste. Donc si j'exécute mon code, maintenant j'obtiens Berlin. Donc pour avoir le premier élément, c'est l'index 0. Pour avoir le second élément, c'est l'index 1, etc., etc. Maintenant, si on a une liste, ou un tuple ou une string, dans lequel on ignore le nombre d'éléments, mais pourtant on veut accéder au tout dernier élément. Comment on fait? Eh bien, on écrit print ville, entre crochets, -1. Donc ça, c'est pour accéder au dernier élément. Donc, si j'exécute mon code, maintenant j'ai Bruxelles. Et de la même manière, si on veut accéder à l'avant-dernier élément, eh bien, on va écrire print -2. Et ça nous donne donc Londres. Voilà, donc cette technique qu'on vient de voir, c'est une technique qui s'appelle indexing et qui nous permet directement d'accéder à un élément de notre séquence. Maintenant, une autre technique qui est très courante, c'est la technique de slicing. Cette technique, elle nous permet d'accéder à une fourchette d'éléments dans notre séquence en indiquant une fourchette d'index. Pour ça, on désigne entre crochets un index de début, un index de fin, et en option, on peut aussi désigner un pas. Et on sépare tout ça à chaque fois d'un double point. Ça vous rappelle peut-être la fonction range qu'on a définie dans la dernière vidéo pour les boucles for, dans laquelle on met aussi un index de départ, un index de fin et un pas. Et bien c'est la même chose. Donc par exemple, si je veux extraire les 3 premiers éléments de ma liste de villes, à savoir les éléments à l'index 0, 1 et 2, alors je vais écrire print ville, entre crochets, 0 jusqu'à 3. Si j'exécute mon code, alors j'ai Paris, Berlin et Londres qui s'affichent. Maintenant, dans la pratique, quand on fait du slicing depuis l'index 0, eh bien, on ignore tout simplement cet index, donc vous verrez plus souvent des codes dans lesquels il y a écrit double point jusqu'à un certain index. On peut également faire ça dans l'autre sens, donc par exemple, si on veut imprimer tous les éléments de ma liste de villes en partant de l'élément 2 jusqu'à la fin, eh bien alors on écrit 2, double point, et sous-entendu jusqu'au dernier élément. Si j'exécute mon code, là on obtient Londres et Bruxelles. Et bien entendu, on peut aussi prendre un index de début et un index de fin quelconque, par exemple de 1 à 3. Et dans ce cas-là, quand on imprime notre code, alors on obtient Berlin et Londres. Donc maintenant, voyons rapidement comment on peut utiliser le pas lorsqu'on fait du slicing. Donc pour ça, il faut rajouter un dernier double point dans notre slicing, et ensuite on peut rajouter n'importe quel pas. De base, on a le pas 1, mais on peut utiliser le pas 2. Dans ce cas-là, on va sauter à chaque fois 2 éléments dans notre séquence. Donc là, ça n'a pas grand sens de simplement écrire de 1 à 3 en sautant de 2, parce que sinon, on va simplement imprimer le premier élément qui est Berlin. Donc à la place, ce que je peux faire, c'est dire, eh bien, tu imprimes tout du début jusqu'à la fin. Donc rappelez-vous, on peut ignorer ces éléments, l'élément du début et l'élément de la fin. Et on dit, tu imprimes tous les 2 éléments de ma chaîne. Donc si j'exécute mon code, eh bien j'obtiens Paris et Londres. Alors quelque chose d'autre qu'on peut faire de sympa avec le pas, c'est d'utiliser un pas négatif, donc écrire -1, et ceci va avoir pour effet d'extraire tous les éléments de la liste, mais à l'envers. Donc si j'exécute mon code, eh bien on voit qu'on obtient Bruxelles, Londres, Berlin et Paris. Alors on utilise rarement des techniques de slicing aussi avancées, mais c'est utile de les connaître, en tout cas pour ne pas être perdu quand vous allez sur un forum, si vous avez une question. Bon, là je vous ai présenté ces 2 techniques, le slicing et l'indexing pour les listes, mais comme je vous l'ai dit avant, on peut aussi utiliser ça sur les séquences comme les strings. Donc par exemple, avant j'ai défini une string prénom égale Nicolas, eh bien je peux très bien imprimer à l'écran les 3 premiers éléments de la chaîne de caractères Nicolas, donc je vais faire prénom, double point 3, et alors ça m'affiche à l'écran NIC. Et bien sûr, avec ces 2 techniques, indexing et slicing, on peut non seulement extraire des éléments, comme ce qu'on vient de voir, mais c'est aussi utile pour modifier nos séquences. Par exemple, si je veux modifier le premier élément de ma liste de villes, eh bien je vais accéder à l'index de cet élément, donc l'index 0, depuis ma ville, et puis je vais dire que maintenant c'est égal à, disons, Dublin. Eh bien on voit qu'on a Dublin, Berlin, Londres et Bruxelles. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les bases sur les séquences avec la technique d'indexing et de slicing, je vais vous parler des méthodes qu'on peut utiliser sur les séquences et on va voir tout ça dans Jupyter. Voilà, on est dans Jupyter et j'ai recréé notre liste de villes qu'on avait auparavant et maintenant je vais vous montrer les différentes actions qu'on peut effectuer sur une liste, c'est-à-dire les différentes méthodes qu'on peut utiliser quand on a une liste. Pour réaliser une action, on écrit notre liste, puis ensuite on écrit point,
Et après, si vous appuyez sur tabulation, ou tab, eh bien, dans Jupyter, on vous affiche les différentes actions que vous pouvez réaliser sur cette liste. Par exemple, on va commencer par l'action append, qui nous permet de rajouter un élément à notre liste tout à la fin de celle-ci. Donc, si j'écris append entre parenthèses et que là je rajoute, disons, Dublin, et bien maintenant, si j'exécute cette cellule et que j'affiche ville, ça nous donne Paris, Berlin, Londres, Bruxelles et Dublin. Maintenant, parfois, on a envie d'ajouter un élément à notre liste, mais pas tout à la fin. On veut l'ajouter quelque part au milieu de la liste. Pour ça, on utilise la méthode insert. Donc, on écrit ville.insert. Et là, entre parenthèses, on va premièrement indiquer l'index auquel on veut placer notre élément, par exemple l'index 2. Et ensuite, on va placer notre élément. Par exemple, on va dire Madrid. Ce qui nous donne Paris, Berlin, Madrid à l'index 2, c'est-à-dire à la troisième place de notre liste. Et puis ensuite, Londres, Bruxelles, Dublin. Maintenant, parfois, au lieu d'ajouter un seul élément à la fin de notre liste, on a envie d'ajouter une liste elle-même à la fin de notre liste. Et pour ça, on n'utilise pas la méthode append, mais on utilise la méthode extend. Donc disons que je crée une deuxième liste de villes qui contient Amsterdam et Rome. Eh bien, pour ajouter ville 2 à la fin de ville, je vais écrire ville.extend et là je vais mettre ville 2. Et maintenant, si j'imprime à l'écran ville, j'obtiens Paris, Berlin, Madrid, Londres, Bruxelles, Dublin, Amsterdam et Rome. Maintenant, je commence à avoir pas mal d'éléments dans ma liste et je ne sais pas trop bien combien il y en a, j'ai pas forcément envie de compter. Du coup, je vais utiliser la fonction length, dont le diminutif c'est len dans Python. Et je vais écrire length de ville. Et donc, j'obtiens 8, ce qui veut dire que j'ai 8 villes, 8 éléments dans ma liste. Maintenant, quelque chose de très utile qu'on peut faire sur une liste, c'est la trier. La trier soit dans l'ordre alphabétique, soit dans l'ordre anti-alphabétique, ou alors quand on a une liste numérique, de la trier du plus petit nombre au plus grand, ou à l'inverse, du plus grand au plus petit. Donc pour faire ça, on utilise la méthode sort sur notre liste. Et si on utilise juste la méthode sort en tant que telle, eh bien ça la trie par l'ordre alphabétique. Et si à l'inverse, à l'intérieur, on met reverse égale true, alors ça trie notre liste par ordre anti-alphabétique. Et comme je vous l'ai dit, ça marche aussi sur les listes numériques. Donc par exemple, si j'écris liste de sort, eh bien j'obtiens 2, 3, 23, 24, etc. C'est-à-dire que ma liste est réordonnée. Pour finir sur les méthodes, une méthode qui est elle aussi vraiment très pratique, c'est une méthode qui nous permet de compter combien de fois une valeur apparaît dans une liste. Par exemple, si je prends ma liste ville et que j'utilise la méthode count, et qu'entre parenthèses, je lui demande de compter le nombre de fois que Paris apparaît dans ma liste, eh bien le résultat est 1, puisque Paris apparaît une seule fois. Maintenant, bon, si je mets Paris une deuxième fois dans ma liste, par exemple que ville à l'index 3, c'est lui aussi égal à Paris, eh bien j'ai Paris qui apparaît 2 fois, puisque ma liste de villes, maintenant, elle ressemble à ça. J'ai Rome, Paris, Madrid, Paris. Donc Paris apparaît 2 fois. Bon voilà, c'est tout pour les méthodes. Je vous ai vraiment montré les plus importantes. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, la méthode clear qui nous permet de nettoyer complètement une liste, c'est-à-dire effacer tout son contenu. Et la méthode pop ou remove qui nous permet d'enlever certains éléments de la liste. Mais bon, c'est assez simple à comprendre. Et de toute façon, si vous voulez en apprendre plus, vous allez sur Google, vous tapez Python list pop et voilà, vous allez comprendre comment vous servir de pop. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les listes dans les structures de contrôle comme if et for. On va commencer par if-else. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier si un élément est bien dans une liste. Et à partir de là, décider de faire des actions. Donc je peux faire if, par exemple, Paris in ville. Donc si Paris est dans notre liste de villes, ce qui va nous retourner soit true, soit false, alors on va imprimer par exemple oui, else non. Si j'exécute ce code, j'obtiens oui parce que Paris est dans notre liste. Par contre, si maintenant j'écris, disons, Belfast, eh bien la réponse est non. C'est assez simple à comprendre, mais pourtant c'est très pratique. Maintenant, en ce qui concerne les boucles for, c'est absolument génial. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est écrire for i in ville, double point, print i. Ça fait que la boucle for effectue ses itérations, non pas sur des nombres, comme ce qu'elle pourrait faire dans range 10, mais sur les éléments de notre liste.
C'est-à-dire que la boucle for va manipuler les éléments. Donc au lieu d'afficher simplement les éléments, je pourrais choisir de les combiner avec d'autres éléments, etc. Je peux faire vraiment des choses super chouettes. Maintenant, si en plus d'extraire les éléments de notre liste, on veut également extraire l'index de l'élément, c'est possible en utilisant une commande qui s'appelle enumerate. Donc quand on utilise cette commande, notre boucle for va faire passer deux choses. L'index, donc je vais écrire par exemple index, et notre valeur, donc valeur. Et donc à ce moment-là, je peux à la fois imprimer l'index et la valeur. Et donc là, j'obtiens index 0, Rome, index 1, Paris, etc., etc. Donc ça aussi, ça peut vraiment être très pratique. Et pour finir, je vais vous montrer une troisième et dernière commande avec les boucles for, c'est la commande zip. La commande zip, elle nous permet d'utiliser la boucle for avec deux listes en parallèle. Donc par exemple, avant j'avais créé une liste numérique, c'était liste 2. Eh bien, je peux, si je veux, accéder aux éléments de mes deux listes, par exemple les éléments A et les éléments B, de la liste respectivement ville et liste 2. Et pour ça, vous voyez, j'ai utilisé la commande zip. Et là, j'écris A et j'écris B, ce qui va nous donner Rome 2, Paris 3, Madrid 23, ce qui sont donc les éléments de ma liste ici. Donc 23, Paris 24, etc., etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mon code écrit tel qu'il est, la boucle for s'arrêtera là où la liste la plus courte s'arrête. Voilà, donc là il se trouve que le hasard des choses fait que mes deux listes font la même longueur, mais si dans ma liste 2, j'enlève beaucoup d'éléments, et que j'en mets que 4, eh bien ma boucle for ne va fonctionner que sur 4 éléments. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle nous avons parlé des séquences, les listes, les tuples et les strings, mais vous avez vu qu'on a surtout travaillé avec des listes. Donc on a vu comment faire de l'indexing, du slicing, puis ensuite on a vu beaucoup des méthodes de base à utiliser sur les listes, et je vous ai aussi montré comment combiner les listes avec les if, else et les for. Et ça c'est très pratique. Voilà, maintenant je vais vous donner la réponse à l'exercice que je vous avais donné dans la dernière vidéo, qui consistait à créer une fonction qui permet de reproduire la suite de Fibonacci jusqu'à un certain nombre n qui est passé en argument. Donc pour créer une telle fonction, il faut commencer par initialiser deux variables internes, a et b, où a égale 0, b est égal à 1, et puis ensuite mettre à jour la valeur de a et de b à l'intérieur d'une boucle while en disant que a est égal à b et que b est égal à a plus b. Et bien entendu, ceci, il faut l'écrire sur une seule ligne afin que la mise à jour soit effectuée simultanément sur A et sur B. On répète ainsi cette boucle aussi longtemps que A est inférieur à notre nombre n, qui est passé en argument, et à chaque tour de cette boucle, on commence par imprimer la valeur de A. Ensuite, on peut utiliser notre fonction, et par exemple, la suite de Fibonacci jusqu'à 1000, elle nous donne 0, 1, ensuite 1 plus 0, ça nous donne 1, puis 1 plus 1, ça nous donne 2, plus 1 plus 2, ça nous donne 3, etc. etc. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, c'est pas forcément un exercice des plus simples. Maintenant, pour cette vidéo, j'ai un exercice un petit peu plus simple. L'exercice, ça serait de reprendre cette fonction, mais au lieu qu'elle nous imprime simplement la valeur de A, il faudrait qu'elle nous retourne une liste qui comprenne tous les éléments de la suite de Fibonacci jusqu'à n. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cet exercice et vous aurez la réponse dans la vidéo de demain. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.